la une de l'actualité, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a rassuré ce mardi les populations sur la situation sécuritaire. Nous l'écouterons dans ce journal. Le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan a ouvert ce matin les consultations nationales sur le dividende démographique. Elles visent à approfondir les travaux sur la question. Ces consultations prendront fin le 25 novembre prochain. Le décret d'interdiction des sachets plastiques non biodégradables est en application depuis le 8 novembre. Pour s'assurer du respect de cette mesure, la brigade de salubrité a procédé aujourd'hui à un contrôle sur le terrain. Bonsoir à tous et merci de suivre ce 23h sur RTI 1. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, était ce mardi sur le plateau du journal télévisé de 20h. Il a rassuré les populations sur la situation sécuritaire. Je vous propose de l'écouter. La situation sécuritaire est calme, donc le calme est revenu. Effectivement, depuis ce matin, certains éléments de l'armée ont manifesté leur mécontentement pour la prise en compte d'un certain nombre de préoccupations. Donc, il y a eu une réponse tout à l'heure, là vous en avez fait cas du ministre de la Défense. Je viens donc ce soir sur le plateau rassurer tout le monde. D'abord, ces jeunes, leur dire que leur message a été entendu. Le président de la République les a compris. Ensuite, sa réponse quant à leurs préoccupations, elle est positive. Elle est positive, elle est sans embâche, elle est claire, elle est nette, elle est positive. Et donc, également dire aux populations que le pays est au calme. Le calme est revenu. Nous allons, dès demain, dans le cadre des discussions avec les représentants de ces jeunes-là, travailler concrètement sur les modalités d'exécution des différentes mesures qui ont été arrêtées par le président de la République pour faire droit à leurs préoccupations. Ce qui veut dire qu'un dialogue direct a été engagé avec eux. Tout à fait. Nous avons parlé à la plupart des jeunes, leurs représentants d'Abobo, de Bouaké, de Korogo et même de Daloa. Ils ont été en contact également avec le chef de corps, etc. Il y avait deux grandes préoccupations. Un groupe de militaires, ils sont 575, qui ont été recrutés, qui ont été intégrés dans l'armée en 2011 et ils demandaient la prise en compte de leur solde, des arrivées de solde à compter de 2009. La réponse, elle est positive. En fin novembre, ils auront une moitié. En fin décembre, ils auront l'autre moitié. L'autre groupe, le plus important, qui sont les caporaux, ils sont 8400, qui demandaient leur prise en compte que leur solde, les arrivées de solde courent à compter de 2009. La réponse, elle est claire, elle est nette, elle est positive. Donc, tout ce qui reste, c'est de voir avec eux les modalités pour l'exécution. Je dois même vous dire que le président n'était pas très content de savoir que cette question qui était prévue par les accords de Ouaga depuis 2009 n'avait pas été traitée et exécutée. Donc, ce que je veux dire aux jeunes, vous êtes exprimés, vous avez parlé, le président a compris, il a donné des instructions au gouvernement pour régler votre problème. Comme on dit chez nous en Afrique, quand tu as raison, il ne faut pas gâter ta raison. Donc le président les a compris. Comme vous savez, la marque de gouvernance du président, ce n'est pas des positions figées. Le président analyse des situations. Il a trouvé, c'est vrai, que ces jeunes avaient raison. Ce n'est pas normal qu'ils aient travaillé depuis 2009 et que dans le paiement, on les prend en compte qu'en 2011. Donc évidemment, par rapport au montant que ça représente, c'est juste des modalités à voir avec eux dans le cadre des discussions. D'ailleurs, je vais ajouter que nous avons apprécié que tout cela soit fait dans le calme. Il n'y a pas eu d'agressivité, il n'y a pas eu d'incident majeur. C'est vrai que nous regrettons une altercation qui a causé la mort d'un civil au niveau d'Anador à Bobo. Mais globalement, les militaires ont montré que ce qu'ils voulaient, c'était se faire entendre. Ils ne voulaient pas créer le désordre, ils ne voulaient pas créer la chanlie. Et si vous circulez aujourd'hui à Abidjan, à Bobo et dans la plupart des endroits du pays, le calme est revenu. Je veux les rassurer, il y a des rumeurs de ce qu'il y aurait des sanctions. Il n'y aura pas de sanctions. Parce que ce qui est important, c'est que le pays avance. Et pour avancer, on ne va pas mettre le pays en péril
pour des questions d'argent. On va toujours trouver une solution. Je pense que le fond du problème est traité. Le président a décidé de régler ces problèmes. On verra. Ce qui est sûr, pour les 8400 caporaux, dès la fin du mois de novembre, ils auront déjà une première partie de ce qui leur est dû. Et ensuite, le reste sera discuté avec eux. Je leur demande de rester comme ils ont été raisonnables. C'est-à-dire, quand vous discutez, quand vous négociez, quand vous avez raison, il ne faut pas exagérer dans votre raison. Je pense que le président a compris le message. Il a donné des instructions fermes au gouvernement. Dès demain, nous allons entamer des discussions précises pour les modalités d'exécution. D'accord. Pour terminer, Monsieur le ministre, ces incidents ont certainement créé un peu de panique au sein des populations. Est-ce que ce soir, la situation est sous contrôle? Écoutez, la situation elle est parfaitement stable. Le pays est calme. Il y a eu un problème, comme il peut en avoir dans tout pays. Mais évidemment, dès que ça concerne des militaires, la situation prend une autre dimension. Vous voyez bien, on n'a pas assisté à un niveau de désobéissance. Il y a vraiment eu une volonté de passer un message très clair. Et que le gouvernement a compris et que le président a compris. Le président a dit, ce sont les enfants, ils ont passé un message, je donne une réponse positive. Évidemment, pour exécuter cela, il faut des modalités. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut décider à la télévision, mais ce que je veux leur dire, ce sont nos jeunes frères, ce sont nos petits frères, ils ont été compris, il n'y a pas de double langage, il n'y a pas d'à peu près, on ne peut pas construire un pays ne peut pas avancer si eux restent de côté. Ce n'est pas la vision du président. Le président a décidé de régler leurs problèmes. Il a pris leur question à bras le corps. Donc les 8400, jamais avant ça, on avait donné une réponse claire. Le président dit maintenant, votre argent vous sera payé. Il faut qu'on voit les modalités parce que c'est quelque chose qui aurait dû être fait depuis 2009 dans le cadre des accords de Ouaga. Évidemment, nous traînons un certain nombre de choses comme ça, mais là, nous avons apporté une réponse qui fasse en sorte que tout cela soit du passé et qu'ensemble, nous puissions continuer la marche de la Côte d'Ivoire qui ne peut plus s'arrêter. Même eux, ils ne peuvent pas, personne ne peut les payer s'il y a la chienlit, s'il y a le désordre. Donc, ils ont besoin qu'il y ait la stabilité, la paix, la reconstruction pour que l'État ait des ressources pour régler leurs problèmes. Donc, nous avons compris leur message. Il ne faut pas suivre ceux qui veulent peut-être avoir des interprétations ça et là. Il faut rester sur la réponse du gouvernement. Ils nous connaissent. Le président a une certaine crédibilité. Quand il s'engage à quelque chose, cela est fait. Donc, il y avait encore des messages qui nous parvenaient que des gens pensaient qu'on n'avait pas répondu à l'attente des 8400 éléments caporaux, première classe et deuxième classe. La réponse du gouvernement va au-delà des soldes. Sur les questions de grade, sur les questions de droit au bail, sur les questions de leur avancement, tout cela sera pris en compte. On ne peut pas, nous savons que nous ne pouvons pas avancer si eux, ils ne sont pas contents. Donc, je veux dire, ils savent que nous avons une gouvernance, comme on dit, on ne fait pas le gros cœur. Si on sait que vous avez raison, on vous dit que vous avez raison, on avance. On ne peut pas bloquer un pays parce que le gouvernement reste sur son orgueil, sur sa position figée, eux aussi. Qu'ils considèrent qu'il y a une incompréhension, le président a tranché la question. Demain, on rentre dans les modalités précises d'exécution. Que ce problème-là soit derrière nous pour qu'ensemble, nous puissions continuer le chemin de la Côte d'Ivoire. On s'intéresse à présent à cette activité de l'Office national de la population. Les consultations nationales sur le dividende démographique se sont ouvertes ce matin. Elles vont prendre fin le 25 novembre prochain. Ces consultations nationales ont pour objectif de réfléchir et approfondir les travaux sur le dividende démographique. La cérémonie a été présidée par le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan. Michel Diré. Le dividende démographique est caractérisé par une période de transition démographique d'un pays durant laquelle la proportion de la population en âge de travailler est plus élevée que le nombre de personnes en charge. Cette situation favorise une relance économique supplémentaire à travers l'augmentation de l'épargne et des investissements privés. C'est cette stratégie de développement que l'Office national de la population veut intégrer en Côte d'Ivoire, mais pour y arriver, des défis sont à relever. Il y a 4 éléments clés pour un pays pour pouvoir atteindre ce dividende démographique. Investir dans la scolarisation, donc l'éducation, pour que les jeunes terminent effectivement des études de qualité de sorte à être très productifs. Investir dans la santé encore pour avoir des hommes de qualité qui sont en bonne santé, qui produisent et donc qui accroissent l'épargne, qui permettent au noyau familial d'épargner
pour accompagner l'économie du pays. Ces journées de consultation nationale sont une tribune de réflexion pour renforcer le lien entre le dividende démographique et la croissance économique. Une stratégie qui a réussi sous d'autres cieux et qui pourrait être expérimentée en Côte d'Ivoire. Il est urgent pour notre pays, à l'exemple des pays d'Asie comme la Corée du Sud, Taïwan et Hong Kong, ainsi que d'Amérique latine comme le Brésil, de capter les bénéfices de la transition démographique et accroître les possibilités de croissance économique soutenue, de développement du capital humain et de l'emploi, d'amélioration du statut des femmes et de réduction des inégalités sociales. Si un pays parvient à planifier et à effectuer les investissements nécessaires dans les jeunes pendant la transition démographique, il peut créer un cercle vertueux, se traduisant donc par l'amélioration de l'éducation, du capital humain et de la production économique. C'est donc en raison de ces avantages que le gouvernement, sous la haute égide du président Alassane Ouattara, a fait le choix d'investir massivement et durablement dans l'éducation, dans la santé, dans la création d'emplois et dans la prévention des mariages précoces. La Côte d'Ivoire fait partie des pays d'Afrique subsaharienne à forte croissance démographique avec un indice de fécondité estimé à 5 enfants par femme en moyenne. Si le rythme de la transition démographique est trop lent, la perspective à tirer profit du dividende démographique s'éloigne. Et s'agissant de démographie, le monde compte aujourd'hui plus d'1,8 milliard d'habitants de 10 à 25 ans et selon certains rapports, 3,6 milliards d'habitants de moins de 30 ans, soit plus de la moitié de la population mondiale. Suivez ce reportage. Avec son site dédié aux jeunes, cet entrepreneur ghanéen surfe sur la vague. Adolescents moins de 24 ans, ils n'ont jamais été aussi nombreux, 1,8 milliard dans le monde. Et sans surprise, c'est en majorité en Afrique que se trouvent les pays les plus jeunes, là où 30% au moins de la population a entre 10 et 24 ans. Une chance pour leurs économies. Encore faut-il que cette jeunesse ait accès à l'éducation et au marché du travail. Faute de quoi, elle pourrait se transformer en bombe à retardement pour le développement et la stabilité politique. C'est ce que souligne le Fonds des Nations Unies pour la population dans son dernier rapport. Nous sommes encore dans la période un peu que nous appelons un peu le window, la fenêtre d'opportunité. Nous y sommes, mais je pense qu'il faut agir vite et il faut agir de façon concertée. Avant la fin du siècle, 4 habitants de la planète sur 10 vivront en Afrique. Parallèlement, le taux de natalité commence à baisser. Des forces vives et moins d'enfants par femme. Cette situation, c'est celle qu'avait connue l'Asie du Sud-Est avant son décollage économique. En Côte d'Ivoire, une vaste campagne de vaccination contre la rougeole est en vue sur l'ensemble du territoire ivoirien. Elle est prévue du 21 au 30 novembre prochain. Mais déjà, le ministre de la Santé et de la lutte contre le sida prend des dispositions pour une campagne réussie. Elle a échangé hier dans ce cadre avec le corps préfectoral. Après 3 mois d'essai à Blanc, le péage routier est entré en vigueur ce mardi. Le démarrage officiel s'est fait aujourd'hui par le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan au poste de péage d'Alokwa situé sur l'autoroute du Nord. À compter de cette date, le droit de péage est fixé à 2 000 francs CFA pour tout véhicule poids lourd de marchandises. Les taux des amendes étant fixés à 4 000 francs CFA par tonne en ce qui concerne le trafic national et 11 000 francs CFA par tonne pour le trafic international. Le chef du gouvernement ivoirien a visité hier nuit plusieurs chantiers d'importantes infrastructures. Daniel Cablon-Duncan était sur le site de l'esplanade du palais présidentiel, de l'extension du réseau d'eau potable de Yopougon et la station de reprise d'eau de Mossou. Il s'agissait pour le Premier ministre de constater l'état d'avancement des travaux qui, selon lui, doivent être réalisés d'ici à la fin 2014. Gabriel Zani. L'esplanade du palais présidentiel connaît depuis quelques jours d'intenses travaux de réhabilitation. Le Premier ministre s'y est rendu ce lundi 17 novembre pour constater le niveau d'avancement des travaux. Mais ce lundi nuit, ce n'est pas le seul site où se déroulent des travaux. Le boulevard lagunaire via le pont de Gaulle connaît aussi des aménagements par endroits.
Et arrivé à la station de reprise au dos de Mossou en construction entre Grand Bassam et Bonois, Daniel Kablan-Denecon veut comprendre. Il pose des questions. Mais le suivi ici, là, il se fait à partir de là-bas. Est-ce que c'est de manière de contrôle? Voilà, c'est ça que je veux savoir. Les travaux avancent vite, mais le temps est désormais compté. Abidjan manque d'eau et les routes sont dans de piteux états. Cette visite nocturne se justifie. Il faut faire en sorte que le temps soit utilisé au mieux. Imaginez qu'on veut y travailler normalement, seulement 2 jours. Vous allez doubler au moins la durée des travaux. Vous savez que les Ivoiriens sont impatients. Ils veulent les routes rapidement, ils veulent de l'eau rapidement. Vous savez, les habitants de Poupon sont heureux de pouvoir avoir l'eau à la fin de l'année. Les projets routiers et hydrauliques démarrés un peu partout dans la ville doivent être prêts d'ici à la fin de l'année. Je dois dire que globalement, j'ai le sentiment que les choses avancent. Il y a beaucoup d'engagements qui ont été pris par le gouvernement et il faut s'assurer que ces engagements seront tenus à bonne date. Le renforcement du boulevard Nana Yamousso, du pont de Gaulle et des voies annexes, l'élargissement du pont de Gaulle vers l'entrée de la Corniche, le prolongement, le redressement du boulevard de France dans la commune de Cocody sont en cours. Le financement des travaux est estimé à plus de 15 milliards de francs CFA. La mesure d'interdiction des sachets plastiques est entrée en vigueur le 8 novembre dernier. Pour s'assurer de l'application de cette mesure, la brigade de salubrité a procédé aujourd'hui à un contrôle sur le terrain. Serge Colléa. La lutte contre l'utilisation des sacs plastiques est rentrée dans sa phase active depuis le 8 novembre 2014. Les agents de la brigade de salubrité urbaine, chargés de veiller à l'application du décret, ont fait une descente dans la commune de Marcory. Ici, les commerçants et commerçantes épinglés se disent surpris. Je viens d'apprendre ça ce matin. Je ne suis pas informée. Le monsieur vient de me dire de ne plus utiliser les sachets. Maintenant, j'attends, c'est dans quoi on va mettre les garis, les oranges, les bananes. J'attends la réponse maintenant. Détenteurs de matières plastiques non biodégradables, notamment les sachets d'eau ou les sachets de denrées alimentaires, ont vu leurs marchandises confisquées à leur grand désarroi. Moi, je crois que le ministère aurait dû envoyer des gens sur le terrain, informer les petits commerçants que nous sommes, pour pouvoir nous dire, par exemple, que voilà les nouveaux sachets que vous avez mettre sur le marché. Ça c'est interdit, ça c'est permis. Et pourquoi on nous demande comment payer, où payer? On n'a même pas les droits, on ne sait pas où on paye. Ce qu'il faut retenir, c'est que les sachets sont interdits. Toutes sortes de sachets. Le texte est clair. Le détenteur de sachets, celui qui commercialise, celui qui produit, celui qui importe, tout le monde est ciblé. L'opération de répression a débuté le 10 novembre dernier. Plusieurs communes du district d'Abidjan ont été sillonnées. Selon la brigade de salubrité urbaine, 9 personnes ont déjà été interpellées et déférées au parquet. Plus de 2000 packs de sachets d'eau ont été également saisis. Des peines de prison allant de 15 jours à 20 ans avec des amendes de 100 000 francs CFA à 100 millions de francs CFA sont prévues pour les contrevenants. Un séminaire stratégique sur le projet de migration vers la télévision numérique terrestre s'est tenu aujourd'hui à Grand Bassam. Il a réuni les représentants des différentes parties prenantes au projet, à savoir le comité de pilotage, le comité opérationnel et les membres du comité national de la TNT. Christelle Menon. Ce séminaire stratégique sur le projet de migration à la télévision numérique terrestre TNT marque résolument le passage à une phase opérationnelle. Débuté en 2012, le projet présente maintenant les acquis garantissant une mise en œuvre effective et efficiente de la migration vers la TNT en Côte d'Ivoire. Parmi ces acquis, on peut relever la mise en place d'un comité national de migration vers la TNT, la création d'un cadre juridique et réglementaire, et aussi, objet principal de ce séminaire, la stratégie nationale de migration vers la télévision numérique terrestre. Aujourd'hui, nous avons officiellement donc lancé la mise en œuvre effective du projet en Côte d'Ivoire, avec la mise en place du comité de pilotage il y a quelque temps, présidé par le Premier ministre lui-même, avec l'ensemble des acteurs concernés, acteurs ivoiriens et également acteurs venant de l'assistant maîtrise d'ouvrage.
Les séminaristes devront formuler et valider les orientations stratégiques portant notamment sur la mise en place d'un contenant, l'élaboration du contenu et la prise en compte des intérêts des consommateurs, les populations. Cela va également impliquer que nous mettions en place une société de diffusion. C'est plus facile, en général, d'avoir une seule société qui s'occupe de la diffusion. Le processus de migration numérique est par ailleurs assorti de contraintes. En dehors des aspects liés au temps et aux finances, sa mise en œuvre doit se faire parallèlement au processus de libéralisation du paysage audiovisuel. C'est un processus qui a une dimension purement communication, notamment dans la phase libéralisation de l'environnement multimédia en Côte d'Ivoire. Mais il y a des aspects, par exemple, qui concernent la mise à niveau de l'infrastructure. Ce sont ces aspects qui principalement concernent le ministère en charge de la procédure des TIC. Cette phase d'opérationnalisation du processus de migration vers la télévision numérique terrestre devra tenir sur moins de 7 mois, le délai d'émission du premier signal numérique étant fixé au 17 juin 2015. À partir de cette date, les populations pourront accéder à davantage de chaînes et de contenus audiovisuels et à une meilleure qualité d'image et de son. L'auditorium de la Caisse-Table dans la commune du Plateau a accueilli aujourd'hui l'ouverture de la 2e édition du Salon international de la géomatique. Ce rendez-vous a pour thème la géo-information, outils de planification et de bonne gouvernance au service du développement local. Pendant 3 jours, les participants à ce salon vont proposer des solutions en vue d'endiguer les freins au développement. Grâce Kando. Le Salon international de la géomatique, plateforme de rencontres, d'échanges d'expériences et de connaissances en matière de gestion rigoureuse des collectivités décentralisées. Ce salon, initié par le Comité national de télédétection et d'information géographique, CNTG, se veut la réponse à toute initiative de développement. La géo-information, outil de planification et de bonne gouvernance au service du développement local, est une invitation à la réflexion et à l'action autour de la question du développement local. Ce salon dédié au développement local revêt un caractère important dans le processus de développement de notre pays et témoigne de l'attention toute particulière que le gouvernement accorde au développement des collectivités locales et des entités décentralisées. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, fait du développement local l'une des priorités assignées à notre gouvernement. Nos métiers, je voudrais parler des TIC et de la géomatique, sont en réalité des métiers très imbriqués, en ce sens qu'ils permettent à nos populations d'utiliser des outils et des concepts modernes qui améliorent leur vie, réduisent la pénibilité de leurs tâches, réduisent les coûts de leur gestion et créent, sur des délais relativement courts, de la richesse qui est profitable à un grand nombre de nos populations. Ce 2e salon international sur la géomatique enregistre plus de 500 participants venus de 12 pays d'Afrique et d'Europe. Le salon est le bienvenu parce que c'est une vitrine pour se faire valoir. C'est avec ces drones-là qu'on travaille pour le développement du pays. Vous voyez, par exemple, pour une commune qui doit gérer sa population, qui doit gérer son commerce, si elle n'a pas la cartographie de sa commune, elle n'arrivera pas à gérer. Pendant 3 jours, des panels, des conférences et des expositions en rapport avec la géomatique vont meubler cette rencontre. Le CPC, le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, vient d'initier une caravane dans le nord du pays. Elle est dénommée Entreprendre en Côte d'Ivoire et elle a permis de créer 15 entreprises. Cette caravane a également offert l'opportunité aux populations de s'informer sur les possibilités et les faveurs liées à la création d'entreprises. Francis Boifou. Des représentations du guichet unique et d'autres services du Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CPC, délocalisés dans la région du Poro et du Tchologo, durant 5 jours au cours de la caravane Entreprendre en Côte d'Ivoire. Les opérateurs ne savent pas ce qui existe, il faut les informer. Deuxièmement, ils ont besoin d'assistance. Je veux faire ceci, mais je ne sais pas comment le faire. Nous venons en tant que plateforme et effectivement, nous allons les diriger vers les structures qui sont plus spécialisées. Permettre aux opérateurs économiques de sortir de l'informel et sensibiliser les porteurs de projets sur la possibilité de créer une entreprise en 24 heures suite à l'amélioration de l'environnement des affaires. Objectif atteint par la direction générale du CPC, puisque le guichet unique installé pour la circonstance à Korogo et Ferkessédougou a enregistré des centaines de visiteurs.
Mieux, il a favorisé la création d'une quinzaine d'entreprises. Côte d'Ivoire Tourisme était associé à cette deuxième édition de la caravane Entreprendre au nord de la Côte d'Ivoire. La structure a regroupé des jeunes en formation dans les centres techniques professionnels à Korogo et Ferkessédougou en vue de les aider à créer leurs entreprises. Ces jeunes bénéficient de l'appui technique du CEPICI. En politique, les populations de la région de l'Indénié-Duablin adhèrent à l'appel de Daoukro. Elles ont marqué cette adhésion au cours d'un meeting. La cérémonie s'est déroulée en présence de Marcel Amontano, directeur de cabinet du président de la République. Honorine Agnigori. L'appel de Daoukro pour soutenir la candidature unique au sein du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, du président de la République Alassane Ouattara en 2015, lancé par le président du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié, est suivi par les populations de l'Indénié-Duablin. La société civile, composée de producteurs de café cacao, de transporteurs, d'artisans, de la chefferie traditionnelle et des autorités administratives, ont manifesté leur soutien à cet appel. C'était au cours d'un meeting. Nous avons jugé que Bédié aime son pays. Tous ceux qui aiment le pays, qui n'aiment pas les tueries, il doit rester tranquille en 2015. Pour Alassane, lui permettre de continuer le travail. Pour les autorités administratives d'Abengourou, grâce au président de la République, la Côte d'Ivoire est en train de retrouver son lustre d'antan. Pour preuve, toutes les régions sont en chantier. À partir de cet appel, la cote de la Côte d'Ivoire a augmenté dans les milieux financiers et boursiers. Depuis 3 ans que le président Alassane est arrivé au pouvoir, nous voyons les résultats. Nous ne permettrons jamais à quiconque de vouloir perturber la quiétude du président de la République. Pour ce qui concerne Abangourou, nous avons dit oui à l'appel de Daoukro. Témoin privilégié de ce meeting de soutien à l'appel de Daoukro, Marcel Amontano, le directeur de cabinet du président de la République, est allé traduire sa reconnaissance aux organisateurs. L'ambition d'Alassane Ouattara, c'est de faire en sorte que nous quittions l'enfer pour revenir au paradis. Et nous sommes sur la route du paradis. Pour le directeur de cabinet du président de la République, Marcel Amontano, l'appel de Daoukro doit être une affaire de toutes les populations et les régions de la Côte d'Ivoire. En sport football, la Côte d'Ivoire affronte demain le Cameroun pour la 6e et dernière journée du groupe D des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2015. Avant cette rencontre décisive, les éléphants se sont entraînés ce soir. Anne-Marie Nguesson. La qualification de la Côte d'Ivoire à la phase finale de la CAN 2015 passe par le match de la dernière journée des éliminatoires contre le Cameroun. Une rencontre préparée activement, comme cette dernière séance d'entraînement, par Hervé Renard et ses poulains au stade Félix Houphouët-Boigny. Avec une absence tout de même, celle de Kopa Barry blessé. Mais cela n'entame en rien la détermination et l'abnégation des éléphants qui, après avoir bien réagi face à la Sierra Leone en préservant leurs chances de qualification, restent sereins et confiants, même si l'adversaire s'appelle Cameroun. Chaque match a ses vérités. Et puis là, je pense que demain, on aura notre mot à dire. Maintenant, je ne suis pas quelqu'un qui aime beaucoup parler. Moi, j'aime agir, donc demain, on va voir. Il faudra gagner pour nous faire plaisir au peuple ivoirien. Mais ce sera un match très compliqué. Mais à nous de pouvoir résoudre l'équation pour aller à la CAN. Ça va être un grand match, on a besoin de tout le monde, de tous les Ivoiriens. On espère que par la grâce de Dieu, on sera qualifié demain. Le plus important, ce n'est pas de faire un bon match, c'est de gagner, quel que soit le résultat, c'est de gagner, c'est d'avoir un point pour se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations. C'est une revanche que nous devons prendre parce que nous avons été battus 4-1 et ce match est très important vraiment pour la nation. C'est le match de la qualification, nous sommes obligés de nous donner à 100%. On est en bonne position, on joue à la maison. Et on joue contre une équipe du Cameroun qui est déjà qualifiée. Mais bon, il faut se méfier des apparences parce qu'on sait que le Cameroun nous joue toujours les mauvais tours. Le Cameroun, déjà qualifié, reste cependant un adversaire coriace et redoutable pour la Côte d'Ivoire qu'il a déjà battu 4-1 au match aller. Ses joueurs l'ont d'ailleurs fait savoir à l'entraînement. Je dirais juste que c'est un derby. Et Cameroun-Côte d'Ivoire, et nous sommes venus à Abidjan faire un très bon résultat. Malgré la qualification, bien sûr. C'est le football, il n'y a pas de petit match.
La Côte d'Ivoire, meilleure attaque de ses éliminatoires avec 13 buts après 5 journées, devra tout mettre en œuvre pour déstabiliser la défense camerounaise, l'une des meilleures de ses éliminatoires, pour pouvoir composter l'un des 6 tickets restants pour la CAN 2015. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur RTI1.